Dans ma famille, on paie l'impôt du sang depuis des siècles. C'est un devoir et un honneur. On doit s'en acquitter avec panache. Je veux être cet homme-là. Je veux être l'homme du panache. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais blasphémer la Sainte République et j'espère qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur, mais je vais vous parler d'un de mes films préférés, film français préféré de 2023. Vous savez que ça a été une très bonne année pour le cinéma français. Je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais du petit téléfilm Caméra Café 20 ans déjà. J'avais déjà parlé du film Farang chez Mister Cult longuement aussi, qui est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai également beaucoup aimé Aka. Mais je voulais revenir sur probablement celui que je préfère parmi tous les films français que j'ai aimés cette année. Un film qui bien évidemment a fait polémique sur Internet et ailleurs, mais dont je me fous royalement. Je vais quand même essayer de recontextualiser, de réexpliquer, etc. Et puis parce que voilà, je fais ce que je veux. Donc il s'agit bien évidemment du film Vaincre ou mourir, le fameux film produit par Le Puy du Fou, film bien évidemment produit et distribué par les forces réactionnaires du pays. En fait, c'est un film effectivement chrétien, réactionnaire aux conservateurs. En tout cas, c'est un film de droite, effectivement. On va pas tortiller du cul pour chier droit. On va tout de suite se lancer dans le sujet. Pour remettre un petit peu dans le contexte de cette période bien particulière de la Révolution, puisqu'en fait ça fait partie de l'histoire, un peu de l'histoire noire de la Révolution. D'ailleurs c'est pour ça que ça fait autant polémique et que le film divise autant. Outre le fait effectivement que ce soit produit par la droite, c'est surtout parce que ça réouvre une plaie béante de l'histoire de la Révolution française et donc de la République. Et donc je pense que c'est principalement pour ça qu'il y a une division aussi nette de la part des critiques et que c'est aussi divisé. C'est principalement parce que ça parle à notre substrat et ça remet en question la naissance de notre régime qu'on connaît depuis plus de 200 ans maintenant. Je vous ai déjà fait la dernière vidéo sur Napoléon. Napoléon, effectivement, divise aussi, parce que Napoléon, la Vendée, Charette, Babeuf et tout ça, ça fait partie de un peu de la fin, en fait, ça acte la fin de l'Ancien Régime et le début de la nouvelle ère, du nouveau régime, qui est la Révolution française et donc la République, et l'avènement de la République, qui va totalement bouleverser et transformer le mode de fonctionnement du pays, qui va donc être le début du jacobinisme, de la nationalisation du pays, qui va un petit peu effacer les spécificités régionales, les accents, etc. au fur et à mesure pour le mouler dans la République française et non pas dans le royaume de France ou dans alors il y a eu tout un tas de royaumes différents, de seigneurs différents, le monde du Moyen-Âge et le monde féodal est très très riche. Et très il y a eu plein de phases différentes, mais disons que c'est vraiment une bascule unique dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde. Il y a vraiment un avant et un après la Révolution et la République, et là on est toujours dans le régime républicain. Donc forcément le fait de réouvrir en fait ce dossier, qu'on en parle en bien ou en mal, ça crée du stress chez beaucoup de gens. Et moi, encore une fois, je vous le dis, j'essaie toujours de dialectiser, j'essaie toujours de comprendre le pour et le contre de chaque chose, de chaque événement. Et le conseil que je donne aux gens, parce que j'ai souvent entendu des trucs d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, des trucs très affirmatifs sur les uns racontent des conneries, les autres aussi. Donc je vous conseille, moi, ce que je conseille un peu à tout le monde, c'est que allez voir par vous-même, creusez, cherchez, et ne lisez pas effectivement des choses qui ont été écrites soit d'un camp, soit de l'autre. Parce qu'en fait vous allez voir des gens qui d'un côté vont remettre en question la République et la Révolution, et de l'autre des gens qui vont la renforcer, et donc je vous conseille en fait de lire déjà tout ce qui a été écrit d'un bord ou de l'autre, et ensuite de creuser dans les archives, et notamment les archives départementales et nationales, pour que vous puissiez vous faire
voilà un panorama et que vous preniez un peu de recul par rapport au sujet et que vous fassiez votre propre avis et que vous trouviez la vérité, parce que je pense que la vérité, elle est ni dans Vaincre ou mourir, ni dans un film qui serait anti Vaincre ou mourir. Elle est autre part. Et notamment, il y a des choses que la droite a très bien compris et d'autres choses qu'elle a absolument pas compris et inversement. Donc, il faut vraiment, voilà, je tenais à faire cette petite mise en garde parce que il s'agit pas de choisir un camp. J'en ai strictement rien à foutre. Moi, dans ma vie, j'ai été de droite et de gauche dans ma vie au niveau politique, et aujourd'hui je ne crois absolument plus en rien. Je suis simplement un être humain et je suis un Français. Donc je n'ai absolument rien à foutre d'un camp ou de l'autre, et je vous conseille tous de casser ces camps et d'aller se frotter un petit peu, d'aller creuser et d'aller puiser un petit peu d'un côté et de l'autre pour que vous puissiez trouver la vérité à ce sujet. Donc, outre ça, je reviens un petit peu sur l'histoire de la Vendée en tant que telle, avant de vous parler du film en lui-même, que bien évidemment j'ai adoré, mais je vais vous expliquer aussi les raisons après. La Vendée, il faut quand même rappeler que à la base, la Révolution a été bien accueillie en Vendée, et que c'est en fait après, au fur et à mesure des injustices en fait causées par la République, que la Vendée va commencer un petit peu à se rebeller. Et il va y avoir, comme le dit le film, effectivement, un moment donné où la Convention nationale va appeler 300 000 Vendéens, pas forcément que des Vendéens d'ailleurs, mais 300 000 hommes, des paysans, parce qu'en fait les gens de Vendée, c'était des gens qui étaient très ancrés dans la paysannerie et qui étaient des espèces qui étaient très ancrés dans ce qu'on appelle les communaux et dans les communautés de paroisse, et qui défendaient en fait leur terre et leur manière il y avait une manière de vivre qui était un peu en décalage par rapport au monde nouveau que proposait la République. C'était des gens qui étaient enracinés, ancrés dans une région, dans une terre, et c'était peut-être les plus enracinés. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la République le voyait d'un très mauvais œil. Et du coup, pour un peu mater un peu le début de révolte qui commençait à poindre, voilà, ils ont décidé d'envoyer des gens se battre, faire la guerre, comme à chaque fois. Et là, les Vendéens ont dit non, et ils se sont rebellés effectivement contre la République. Et la République ne pouvait pas admettre à cette époque qu'on pouvait la remettre en question de ce point de vue-là, et il a commencé à avoir des guerres entre les deux camps. Et puis on arrive progressivement donc aux fameuses colonnes infernales, les horreurs commises par les colonnes infernales. Alors je rappelle quand même que on a tendance à les minimiser, mais les colonnes infernales, c'est une horreur absolue. C'est des milliers d'hommes envoyés par la République, on les appelait les Bleus, comparé aux Vendéens qu'on appelait les Blancs. Par rapport à la fleur de lys royale. Et puis donc les colonnes infernales, c'est des centaines de milliers des dizaines de milliers d'hommes, de vieillards, de femmes et d'enfants massacrés, jetés dans des fours, brûlés vifs, violés, écartelés, massacrés. Il y avait notamment aussi des rituels comme ça de massacre. Par exemple, on prenait un couple, on les attachait ensemble et on les jetait évidemment vivants dans la rivière, et donc ils se noyaient, et on appelait ça donc le mariage républicain. Enfin les Bleus appelaient ça le mariage républicain. Et ensuite on appelait aussi l'endroit où les corps, il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de corps dans la rivière qui étaient noyés, et on appelait ça la baignoire nationale. Et donc le film aussi traite, effectivement, Vaincre ou mourir traite évidemment de ça, mais il s'y attarde pas trop. Les colonnes infernales, c'est assez rapide dans le film. Et donc à la fin de ces guerres de Vendée, il va y avoir effectivement plusieurs choses qui vont sortir, notamment un héros solitaire de l'histoire de France, qui va être donc Charette, qui est un ancien marin, qui va effectivement porter la rébellion de Vendée pendant les guerres de Vendée. Et il va y avoir
aussi. C'est pour ça que c'est toujours important de dialectiser. Et quand on dit que la droite aujourd'hui dénonce le génocide vendéen, en fait, l'homme qui a dénoncé le génocide vendéen, il a même inventé un nom spécifique, il l'a appelé le populicide. C'est un homme de gauche qui s'appelait Gracius Babeuf, qui est un petit peu le père enfin l'ancêtre du manifeste communiste, et qui va rédiger, alors pas lui exactement, mais je crois ses disciples ou les gens qui vont se prétendent de sa pensée vont avant le manifeste du Parti communiste, il va y avoir donc leur œuvre qui va être donc le manifeste des égaux. Et donc c'est un homme communiste en fait qui va dénoncer le massacre de Vendée, que certains appellent génocide et que donc Babeuf appelait le populicide. Donc voilà, renseignez-vous sur ça, c'est très intéressant. Et je suis toujours un peu sceptique quand j'entends des gens sur YouTube ne jamais mentionner le nom enfin parler des guerres de Vendée, voilà, en disant que c'est l'odieuse extrême droite qui dénonce ça, mais en fait, Gracius Babeuf, qui était un homme de gauche, le dénonçait bien avant. Et à l'époque où ça se passait. Donc je suis toujours un peu sceptique d'entendre ça. Donc voilà, injustice absolue, qui caractérise aussi la fragilité d'un régime qui était qui débutait en fait, et qui était vraiment qui était pas totalement sûr d'elle, et qui a effectivement apporté plein de choses positives dans l'histoire de France après, puisque il y avait l'égalité des citoyens, le code civil, Napoléon, enfin il y avait plein de choses, mais d'un autre côté il y a eu aussi plein de moments noirs, et donc ces moments noirs doivent être cités et doivent être rappelés, parce qu'il y a quand même eu des centaines de milliers de Vendéens qui ont été massacrés, et la Vendée s'en souvient encore. C'est une région enfin c'est un département qui s'en souvient encore de ça. Donc je pense que rien que par rapport à leur mémoire, on passe notre temps à rappeler la mémoire du monde entier, hein, à chaque fois, et à juste titre, mais voilà, quand il s'agit des Vendéens, c'est toujours un petit peu étrange qu'on rappelle pas le populicide. En tout cas, voilà, replongez-vous un peu dans cette histoire, et voilà, allez voir à droite et à gauche, et puis creusez, allez voir les archives, et creusez par vous-même avant de la ramener, ce que beaucoup font sur Internet. Et moi, encore une fois, je la ramène pas par rapport à ce sujet. Moi, j'essaie toujours de prendre du recul et de trouver une certaine forme de vérité qui dépasse un petit peu les clivages et les camps. Donc, essayer de faire la même chose, et je pense qu'on arrivera tous à vivre en paix. En tout cas, voilà, ça c'était mon long préambule, comme j'avais fait hier pour Napoléon. C'est vraiment pour remettre un peu en perspective et remettre dans le contexte vite fait, hein, parce que il y a plein de choses dont j'ai pas parlé dans les détails. Mais je pense que grosso modo j'ai à peu près tout dit par rapport à ça, par rapport à la mise en perspective, et puis et la mise en garde de tout ça. Maintenant, je vais vous parler, à proprement parler, donc du film. Et moi, j'ai trouvé le film fascinant et extraordinaire. Je l'ai vraiment adoré. Alors, je suis parfaitement conscient de tous les défauts du film. Le film a été tourné. Alors, à la base, il faut savoir que ça devait être un téléfilm. En fait, c'était un docu-fiction. Et il en est sorti tellement de belles images qu'ils l'ont gonflé en film de cinéma, et ça se voit. On nous a endormis avec de belles promesses, c'est tout. Mais la paix n'est-elle pas possible? Attrape, Bobby! Crevez vos chevaux, mais capturez Charrette!
et notamment pour les scènes d'action, pour les scènes de bataille, hein, ce qui est quand même un peu dommage parce que c'est quand même censé être un film de KPDP, un film historique, un film de bataille, un film de guerre, donc c'est un peu dommage effectivement, surtout quand on connaît le Puy du Fou avec le côté spectaculaire, les cascades, ça c'est un peu le reproche que je fais au film, c'est qu'effectivement, là je commence un peu par les points négatifs, mais disons que oui, le fait que ça soit le Puy du Fou qui est vraiment réputé pour ses cascades, ses spectacles et ce côté grandiose comme ça, finalement on hérite de scènes d'action plutôt réduites et plutôt courtes qui viennent d'un manque de budget, mais je pense qu'il vient aussi d'une volonté de faire quelque chose d'un peu plus pudique, d'un peu plus resserré, de pas faire quelque chose de totalement spectaculaire. Je pense qu'il voulait vraiment se rapprocher et faire un hommage en fait à la Vendée et à cette période de l'histoire, et que du coup ils se sont mis un petit peu en retrait, ils se sont pas dit on va faire un blockbuster, on va essayer de faire un film plutôt héroïque, épique, avec un souffle comme ça épique, avec le sens de l'honneur, et qui rend hommage en fait aux événements plus que faire un film d'action. Et donc ne vous attendez pas forcément à un film d'action, ça bastonne un peu, ça se met 2-3 coups de fusil, 2-3 coups d'épée, mais c'est pas le cœur du film. Et d'ailleurs, évidemment, ce qui est dommage aussi, c'est que je rappelle que le film a coûté 5-6 millions d'euros et qu'il a été tourné en une vingtaine de jours, je crois, hein, il me semble. Donc c'est vraiment un miracle. Hein. Je veux dire, il y a combien de films français qui coûtent 80 millions et qui sont tournés en un mois et où Canmeraid et Danny Boone prennent toute la thune et puis du coup le film est une daube à peine digne d'un téléfilm. Et là, on a vraiment un vrai truc, un vrai téléfilm, mais qui méritait d'être gonflé au cinéma. Je crois d'ailleurs en plus qu'ils ont dû galérer pour le gonfler et puis pour le remonter, ils ont dû retourner des images et tout. Donc c'était voilà, donc rien que par rapport à l'entreprise, je trouve ça assez couillu. En plus de parler de cette période de l'histoire et tout, c'est déjà cool, mais en plus, je veux dire, là, je sais où va l'argent, quoi. Je veux dire, il y a eu 5-6 millions d'euros, ça a été tourné en 18 jours, et on ressort, pour moi, je trouve un excellent film. Mais encore une fois, bourré de défauts, et avec et après, on est emporté ou on n'est pas emporté. Moi, je suis emporté par l'histoire, par le souffle épique, parce que moi, je trouve que surtout la première partie, elle est vraiment remplie d'un truc qui me manque dans le cinéma français, hein, que j'ai quasiment jamais vu, mais même dans les films d'avant, dans les films de la période que j'aime, il y a un souffle épique qu'ils ont réussi à capter à la Braveheart. Alors un Braveheart minuscule hein, par rapport au film de Mel Gibson, mais quand même, il y a par l'utilisation de la musique, des décors, des costumes, de la manière de filmer, l'image, la production design, les acteurs. Les acteurs sont incroyables. L'acteur principal qui joue donc Charrette, Hugo Becker, je l'ai trouvé excellent. Alors oui, on a l'impression qu'il joue un petit peu comme la voix en fait, il parle comme la voix française de Jason Statham. En fait, c'est très drôle, quoi. Il parle comme une espèce de yakayo badass des années 80, mais dans un film français. Donc je pense que on peut aussi le voir comme un truc un peu rigolo aussi si on n'accroche pas au sujet. Je peux comprendre. Moi, en tout cas, je suis complètement happé dans le truc et dans le jeu d'acteur. Je trouve qu'il a des ruptures de ton, des césures, des moments où il interprète son rôle, il est à fond dedans. Mais pour moi, c'était la révélation. Et je trouve aussi, c'est ça qui est un peu dommage à trouver un film français qui est traversé d'un souffle épique et héroïque, avec un acteur qui défend ce type de personnage avec un code d'honneur, qui préfère mourir que de se rendre, vraiment tout ce qu'on aime, enfin moi tout ce que j'adore au cinéma, c'est-à-dire la représentation héroïque, mais putain ça fait un bien fou au niveau du cinéma français, et en plus quand il est incarné par un acteur qui est investi comme ça, mais c'est extraordinaire. Moi j'ai vu 2-3 autres films de Hugo Becker, qui étaient plutôt cool, et je trouvais qu'à chaque fois il avait une interprétation vraiment très cool. C'est un acteur à suivre en tout cas. Moi ça a été une vraie révélation. Et puis après, on va retrouver plein de jeunes acteurs aussi dont je ne sais pas vraiment les noms, mais que j'ai vu un peu dans plein de films de genre, à droite à gauche dans les dernières années. Et puis plein de gueules mythiques aussi, du cinéma français des années 2000 que vous allez retrouver aussi là, notamment Dominique Bettenfeld par exemple, qui fait une apparition vers la fin qui est très chouette, et puis d'autres acteurs que vous avez vus, alors moi j'ai pas forcément les noms, il y a Jean-Hugues Anglade qui revient aussi, et puis plein d'autres gueules que vous avez déjà vues dans le cinéma mais dont je me souviens pas forcément du nom là en faisant la vidéo, mais qui sont des gueules mythiques d'un bon cinéma français
qu'il y avait encore dans les années 2000, notamment dans les films de Yann Kounen, de Jean-Pierre Jeunet, de Marc Caro et d'autres. Et donc c'est cool aussi d'avoir ce type d'acteur et ce type de gueule, parce qu'il nous manque aussi beaucoup dans le cinéma français. Et là, vous allez les revoir, et ils sont investis dans les rôles, ils sont vraiment cool. Vraiment, le casting, le jeu d'acteur, l'écriture, c'est très bien écrit au niveau du scénario, au niveau des dialogues. Alors, encore une fois, moi, j'essaie toujours de me mettre à la place des gens qui pensent pas comme moi. Contrairement à ce que à 99% des gens qui ne le font pas, je peux comprendre que quelqu'un qui n'est pas touché par ce type de film, par l'épique, l'héroïque, et puis par l'histoire de France, et par l'envie de voir ce type de film en France, je peux comprendre que effectivement il soit pas emporté, qu'il trouve ça même ridicule et qu'il s'en moque. Après, chacun sa fibre, chacun son substrat, et chacun son truc en fait. Moi, tant pis pour eux en fait. Moi, je les comprends. Comme je comprends quelqu'un qui pense pas comme moi, je m'en fous en réalité. Mais faut aussi essayer de comprendre qu'il y a des gens qui sont touchés par ça, parce qu'effectivement il y a ce substrat, il y a ce souffle, il y a cette envie de refaire ce type de film, et même de faire ce type de film, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement vu ça en France, parce que c'est pas un film, alors c'est un film effectivement qui rappelle des heures sombres, qui recherche un petit peu à avoir une espèce de légitimité, qu'on lui demande pardon, donc on peut y voir un côté victimaire dans la demande, etc. Ce que moi j'aime pas forcément d'ailleurs, hein, moi le côté les gens qui se victimisent, ou les communautés qui se victimisent, ou même ma propre communauté qui se victimise, je suis pas forcément fan de ça, mais ce qui est cool, c'est que dans ce film-là, on le ressent pas forcément au niveau du film, on le ressent dans la comment expliquer. Il y a une revendication, je pense, de base, mais dans le film en lui-même, c'est un film qui s'excuse pas d'exister, et qui ne s'excuse pas d'être ce qu'il est, et de transmettre ce type de récit. Donc ça c'est très cool aussi. Il y a pas de côté misérabiliste qu'on peut retrouver dans les films, dans le cinéma français, ou le côté repentance permanente, etc. C'est vrai que il y a ça dans ce que le film raconte, mais pas au niveau du film en lui-même, dans la manière dont il le fait, dans le style, dans la forme. Je trouvais que c'était au contraire plutôt d'assumer, encore une fois, simplement au premier degré, un personnage de l'histoire de France, et un moment de l'histoire de France, mais un moment compliqué, qui réouvre effectivement plein de plaies de notre régime et de notre civilisation là actuelle, mais qui en même temps mérite, le débat mérite d'être posé, et ça mérite de ressortir, et donc je trouve ça intéressant. En tout cas, voilà, comme j'ai dit, le film souffre de beaucoup de choses qui sont inhérentes à sa production, mais en ressort un film, je trouve, voilà, très très bien interprété, très bien écrit, avec une belle production design, avec une musique, mais moi que j'ai trouvé incroyable. C'est-à-dire qu'on est un peu dans ce côté musique classique, et en même temps musique un peu à la limite de la musique celte, par moments celtique. Je trouve ça très bon, qui est aussi, je pense, propre à la couleur de la région où le film a été fait. En plus, le film a été fait dans le cru, là-bas dans la région, dans le département de la Vendée. Et donc il y a un côté authentique aussi, je trouve, dans la manière de faire. Mais effectivement, on regrette qu'il n'y ait pas eu plus d'argent et plus de temps, et donc ça crée effectivement le principal problème du film, c'est qu'il est et effectivement ça peut vraiment en refroidir plus d'un, c'est qu'il est extrêmement rushé, et qu'il y a beaucoup d'ellipses, et que le film va beaucoup trop vite, qu'il développe pas forcément ses personnages secondaires, mais les personnages secondaires ont le temps quand même d'exister dans des moments clés d'héroïsme, de bravoure et d'honneur. Et ou alors de trahison, vous verrez aussi, parce que le film est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, et par moments c'est vrai on sent le côté téléfilm, et le côté retranscription pour un docu-fiction, et un côté parc d'attractions, on le sent un petit peu, notamment en fait dans les scènes de bataille, et c'est un peu ça le problème, et c'est ça qui perd un peu du substrat du film. Mais c'est un beau film, c'est un bon film, et c'est un film qu'on n'a pas l'habitude de voir, et je sais
que c'est un film qui souffrira de toute façon de son idéologie, enfin de sa prétendue idéologie et de qui l'a produit et de qui en fait la promotion, et c'est un film qui sera effectivement banni jusqu'à la fin des temps au niveau de la critique et au niveau de plein de trucs, mais encore une fois, le film, pour un petit film comme ça, a plutôt bien fonctionné. Le public l'a bien accueilli. Ça doit parler à un certain substrat populaire français, puisque moi j'y suis allé plusieurs fois en salle, et ce qui est très rare hein, pour un film français quand même. Je tiens à le préciser, c'est très très rare de revoir un film français ces dernières années. Ça arrive quand même pas souvent. Et donc j'y suis retourné plusieurs fois, et dans les salles il y avait tout type de spectateurs, de n'importe quel milieu social, culturel, ethnique, il y avait vraiment de tout, et ça a réuni plein de gens différents, et je pense que voilà, ça a aussi, et c'est ça aussi je pense qui emmerde beaucoup de gens, c'est que ça a aussi un substrat populaire, et d'ailleurs ça parle, je trouve, aussi enfin c'est un film qui a des relents effectivement que tu peux considérer comme populistes, mais aussi populaires. C'est-à-dire que il y a effectivement cette histoire d'un peuple qui se soulève face à une oppression, face à une répression même, et face à un massacre industriel de masse, parce que et c'est même pas comment expliquer, c'est même pas avec le recul de l'histoire, c'est même pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit, c'est simplement quelque chose de factuel, et c'est un petit peu la matrice idéologique finalement des grands massacres au nom des grandes causes qui va perdurer dans les siècles qui vont venir, hein, que ce soit effectivement le capitalisme d'État bolchevique ou la social-démocratie, hein, qui je rappelle a fait des millions de morts de masse, hein, derrière son paravent humaniste et bienveillant. Il y a eu des millions et des millions de morts perpétrés par ces idéologies, et c'est logique puisqu'en fait on est à un moment crucial de l'histoire du capital, où en fait le capital passe à un niveau supérieur et massacre le monde d'avant. Donc bien évidemment, il y avait dans le monde d'avant des massacres, des injustices, des révoltes paysannes par milliers, mais au moment de la Révolution, au moment de la République, et ensuite au 19e, au 20e siècle, ça va être de plus en plus grand, puisqu'il va y avoir tous les moyens industriels et techniques pour massacrer de plus en plus de gens, hein, que ce soit officiel, officieux, déclaré ou non déclaré. Et puis voilà, donc moi je comprends pourquoi le fait de reparler de cette histoire, ça soit si mal accueilli, ça remet en question le régime. Et je peux tout à fait comprendre, hein, que ça embête des gens, mais on passe notre temps à rappeler, enfin les gens passent leur temps à rappeler le régime chinois, Mao Zedong, Tiananmen, etc., les grands massacres. Et aujourd'hui, je veux dire, en Chine par exemple, Mao Zedong, il y a des statues de lui partout, et ces histoires-là ne sont pas tellement racontées pour solidifier le régime. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est le cas de tous les régimes du monde, en fait. Tous les régimes du monde se sont fondés sur des mensonges et sur des romans nationaux et sur des idéologies. Et je vois pas pourquoi la République y couperait, en fait. Donc voilà, même d'un point de vue purement logique, je vois même pas pourquoi, en fait, ça pose problème de parler de ça. Donc, voilà, ça fait partie de l'histoire de France, et il faut la regarder en face, et il faut avoir un peu le courage d'en parler, et il en résulte un film que certes on peut trouver idéologiquement douteux, mais en tout cas que moi je trouve super, et qui rend bien hommage, je trouve, à ce massacre, et donc je vous laisse là-dessus. N'écoutez pas les conneries, hein, des gens qui vous disent que c'est nul et puis que il faut pas y aller. Faites-vous votre propre avis. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous savez que
je prône ce truc-là, hein, cette liberté d'avoir son propre avis, d'aimer et d'assumer ce que vous aimez, et d'avoir son propre avis et de toujours aller plus loin et de dépasser un petit peu les clivages. Donc voilà, je vous remercie pour je m'excuse pour ma longue vidéo, mais je voulais vraiment, c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. Et là, j'ai enfin l'opportunité de la faire et d'avoir le temps de la faire et en ayant revu le film, parce que c'est vrai que j'avais vu le film où il est sorti il y a pratiquement 1 an et je l'avais pas revu depuis longtemps. Et là, je l'ai revu effectivement en vidéo et j'ai repris ma claque, même si il est quand même beaucoup mieux sur grand écran. En tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt et bien vive la Vendée et vive les Vendéens et prenez soin de vous. Mes amis, nous sommes les derniers remparts d'une royauté de 1000 ans. Et contre nous souffle la tempête de l'histoire. L'armée qui nous fait face est, dit-on, la meilleure du monde. Mais ces soldats, nous pouvons les vaincre, car notre cause est juste et votre cœur est pur.